Et Jean-Jacques Catrin, je suis donc le maire de la commune d'Alou où vous êtes aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Cassien Leduc, je suis chez moi, puisque j'ai le plaisir de vous accueillir sur les terres de la SIC et mes propres terres. Voilà. Bonjour, je suis Frédéric Lascaux, je suis le porte-parole de la Confédération paysanne du Limousin et je me suis longtemps posé des questions sur le foncier à travers la Commission foncière nationale et aujourd'hui dans l'application de ce qu'on peut faire sur le terrain sur la question du foncier. Alors c'est moi qui vais commencer et ça permettra d'engager les discussions pour mes collègues. Donc la question du foncier, c'est une question primordiale pour l'agriculture. On ne peut pas faire ni d'élevage, ni de culture, ni même de culture hors sol si on n'a pas du foncier. Même si on produit des poulets hors sol ou n'importe quoi, des poules pondeuses, etc., il faut du grain qui vienne de la terre. Donc on en revient toujours à cette question du foncier et qui le possède. Et la possession du foncier, c'est le sujet primordial dans les années à venir et on est en train de voir une évolution flagrante d'une agriculture familiale euh, où le terrain était détenu par des petits propriétaires à du terrain qui va de plus en plus devenir la possession de groupes, de groupements, de spéculateurs, etc. Et s'il doit y avoir une bataille dans les années à venir, ça doit être la bataille de la possession du foncier et la Confédération paysanne se bat pour que ce soit ceux qui la travaillent, les petits paysans, qui en soient les propriétaires. Voilà. Et cette démarche de réattribuer, entre guillemets, la terre à ceux qui la travaillent, c'est exactement ce que mes collègues sont en train de faire à côté. C'est essayer de trouver des repreneurs qui vont la travailler, cette terre-là. Et pas se laisser... vous avez, j'imagine, entendu parler de la ferme des 1000 vaches. Et il y a énormément d'autres projets dans ce genre-là, où ce sont des industriels qui prennent du terrain pour faire de l'argent. Voilà. Je n'ose même pas dire pour produire de l'alimentation, puisque pour beaucoup d'entre eux, la terre et l'agriculture deviennent un prétexte. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que autant le petit paysan, il n'a qu'un enjeu, c'est de nourrir les gens, et de vivre, évidemment, mais de vivre à travers les gens qui nourrit, autant l'industriel n'a pas forcément cette vocation-là. Mais il va créer une pression foncière. Alors, ça peut être en créant des immenses structures, ça peut être en mettant des panneaux solaires au sol, en faisant de la méthanisation. L'énergie produite par les exploitations, par la biomasse des exploitations, c'est quelque chose qui est un enjeu des années à venir et qui dépasse le problème de production agricole. Les industriels qui utilisent la PAC, qui utilisent tout ce qu'on appelle l'évolution vers une agriculture plus propre, en particulier la méthanisation, sont en train d'acheter du terrain à tire-larigot, d'utiliser le prétexte agricole avec des bêtes sur leur ferme, mais ce n'est qu'un prétexte. Et à l'arrivée, c'est nous, les petits paysans, qui ne sommes pas capables de nous battre face à ces grandes machines. Voilà. Alors, je reviendrai peut-être dans les détails après, mais je vais laisser parler mes collègues sur les démarches locales ici. Et puis à la fin, j'imagine que vous poserez des questions. On a 55 minutes, donc ça passe très très vite. C'est un sujet avec de nombreuses tentacules partout, parce que ça touche à la politique, ça touche à l'humain, ça touche à la nourriture. Voilà. Le foncier, c'est la base de la vie en quelque sorte, c'est le terrain. Et donc, tout ce que l'on pourra faire pour se battre, pour le défendre et pour le laisser aussi riche qu'il était jusqu'à présent, ça sera des batailles qui auront du sens. Voilà. Donc après ces paroles, eh bien, on va se poser ici, donc une petite commune rurale. On est à 1 heure des premières villes qui font 100 000 habitants. On est à 1 heure d'Angoulême, de Poitiers, de Limoges, donc on n'est pas du tout touché par le périurbain. Et la commune d'Alou, c'est 23 exploitations agricoles, d'élevage. Bon, il y a 25 ans, il y en avait 3 fois plus. Mais c'est encore des fermes à taille humaine. Donc de l'élevage du bovin allaitant, un peu de bovin laitier, des moutons, des chèvres, voilà un petit peu tout ça. Et c'est environ 40 emplois temps plein. Donc quand on a commencé à réfléchir sur le projet de la commune il y a 3 ans, vite on s'est rendu compte que l'économie dans notre commune, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, c'est des personnes qui travaillent ici et qui vivent de leur travail, mais pas seulement. C'est aussi des personnes qui nourrissent
bien sûr, la population et au-delà. C'est aussi les personnes qui modèlent les paysages, donc l'environnement. Quand on voit ici de la prairie, des haies, des bois, eh bien, c'est lié à la forme d'agriculture. Si demain, ça devient une plaine céréalière, eh bien, tout ça, ça peut disparaître. Donc, ça veut dire que ce que font les agriculteurs de leurs terres, ça concerne vraiment tout le monde. Une autre question, c'est l'âge des agriculteurs. Un grand nombre sont proches, voire très proches de la retraite. Et on sait que c'est difficile pour des jeunes de s'installer, enfin des jeunes ou des moins jeunes, maintenant on peut s'installer à tout âge. C'est difficile de s'installer parce qu'il y a des montants financiers importants, parce qu'on sort aussi d'un système d'installation dans le milieu familial. Il y a de plus en plus de gens hors de l'agriculture qui veulent s'installer. Et ils se heurtent effectivement à l'absence de foncier ou au fait que le foncier va être très rapidement pris pour de l'agrandissement ou pour des personnes qui ont les capitaux disponibles. Nous, on veut que des personnes puissent s'installer sur des fermes de taille raisonnable, probablement développer aussi la vente directe qui permettra justement de vivre sur des fermes plus petites et que les personnes qui s'installent vivent dignement de leur métier. Donc la démarche, ça a été d'analyser un petit peu tout ça, de voir quels sont les outils, tous les outils qui existent, les outils d'accompagnement à l'installation. Et on s'est rendu compte que ce qui manquait, c'était un outil de maîtrise foncière, dans le sens où quand un agriculteur prend sa retraite, eh bien, il faut qu'il laisse ses terres pour avoir droit à la retraite et immédiatement, ça peut ou ça risque d'être pris pour de l'agrandissement. Et dans ce cas-là, on a une ferme qui disparaît. Et si progressivement les fermes disparaissent, eh bien, on peut vite passer de 40 temps plein à 20 ou à 10 sans aucun problème. Donc, on est allé voir, bien sûr, rencontrer des personnes qui avaient fait ça avant nous. Et on est arrivé donc à l'idée de créer une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. C'est une forme de coopérative qui peut exploiter ces terres, donc dès qu'elles sont disponibles, pour de l'installation ou les garder le temps qu'une personne qui veut s'installer ait le temps de mûrir son projet. Et c'est une société coopérative où plusieurs formes d'actionnaires peuvent rentrer, dont la collectivité. Donc la commune d'Alou fait partie des membres fondateurs de cette SIC, au même titre, comme vous l'expliquera Christian, des agriculteurs, des habitants et d'autres organismes. L'avantage, c'est qu'on est tous partie prenante de ce projet. Alors c'est un outil de plus, mais qui a vocation, alors qui n'a pas vocation forcément à gérer toutes les terres qui vont se libérer. Je veux dire, chaque propriétaire reste libre de faire de ses terres ce qu'il veut, mais on veut impulser une dynamique pour avoir un choix politique dans l'orientation de ces terres. La démarche, c'est aussi de mettre tous les agriculteurs autour de la table. Alors, je ne vais pas vous dire que tous viennent à nos réunions, parce que l'agriculteur peut être aussi très bien à travailler seul. On a pu en mobiliser environ la moitié, qui sont venus plus ou moins à des réunions sur le projet agricole de la commune. On a pu mobiliser des habitants. On a eu un certain nombre d'effets induits. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont installés. Alors, ça n'a rien à voir avec la SIC, mais ça a à voir avec la dynamique agricole, sachant qu'il y a un contexte, je dirais, bienveillant, qu'on peut être à l'écoute, qu'on peut aussi développer une forme de tutorat, qu'on peut faciliter l'entrée de jeunes qui arrivent dans des réseaux d'entraide, de CUMA, enfin, tout ce qui peut favoriser cet accueil, là où on a connu des endroits où l'accueil d'un arrivant étranger pouvait être parfois glacial pendant de nombreuses années. On sait que le milieu agricole peut être accueillant, mais il peut être aussi un peu froid, notamment quand il y a des terres qui sont disponibles, que 5 personnes les veulent et puis qu'il n'y en a qu'une qui les a. Enfin, il y a une forme de compétition et de concurrence aussi qui peut exister. Donc, en favorisant ces rencontres, ces échanges, on arrive à avoir, voilà, on va dire, un contexte favorable et on espère que le nombre d'agriculteurs va rester le même, voire peut augmenter, avec aussi des nouvelles formes de production qui nous manquent, qu'on a pu identifier aussi auprès des consommateurs, puisqu'on a questionné les consommateurs en disant mais de quoi avez-vous besoin comme produit? Et il y a des secteurs d'activité sur lesquels on n'a pas ces produits, et donc on veut installer un peu des nouveaux producteurs dans ces produits, sachant qu'il y a des débouchés. Voilà, je passe la parole à Christian, donc plus particulièrement sur la SIC. Voilà, on repart du constat sur la commune qu'il est difficile d'installer. On a commencé à travailler il y a 3 ans en établissant un diagnostic pour mettre en évidence tous les freins à l'installation.
Le premier, c'est le plus évident, c'était le foncier, mais il y a d'autres freins. Il y a l'intégration, Jean-Jacques en a parlé tout à l'heure, l'intégration locale. Les jeunes aujourd'hui qui s'installent ne sont plus comme jadis originaires du monde agricole, mais souvent à 40% originaires de l'extérieur, des néo-ruraux ou des citadins carrément, qui veulent s'installer à la campagne. Il y a le problème aussi de la formation, de la passerelle entre la formation théorique et puis la pratique, donc aborder son installation. Et puis aussi le fait que prendre des risques quand on n'est pas sûr, ça peut être difficile, c'est un risque financier. Quand on n'est pas sûr de sa production, quand on ne sait pas s'il va y avoir derrière un débouché, lorsqu'on s'oriente vers des productions en circuit court. Donc nous, on a essayé de travailler sur tous ces aspects-là. Et donc sur le foncier, j'y reviendrai tout à l'heure, et aussi sur les autres aspects en même temps. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean-Jacques, créer une dynamique dans la commune qui permette que les jeunes soient bien accueillis et qu'ils aient envie de s'intégrer à la population. Créer des outils qui permettent de mettre les jeunes en situation d'essai, essai sans investissement. C'est le système des espaces tests. Et à ce titre-là, la commune s'est engagée d'entrée de jeu il y a 3 ans sur la création d'une association de préfiguration à une SIC, c'est-à-dire à une couveuse, qui permettent à des jeunes de faire des essais sur des exploitations sans prendre de risque d'investissement. Mais j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Donc nous, sur la commune, on a décidé il était de notre prérogative de s'occuper du foncier. Il est vrai que dans la profession, c'est quelque chose qui est un peu tabou. Voilà, la terre, c'est sacré et personne ne doit se mêler un petit peu des transactions, des mouvements des terres et surtout pas d'autres que la profession. Nous sommes partis d'un autre postulat, c'est qu'il était légitime pour nous de choisir la forme d'agriculture dans notre commune et de travailler dans ce sens-là. Et de réunir aussi tous les partenaires qui pouvaient nous permettre d'aller vers cette direction-là. Donc une SIC, c'est quoi? C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit, comme l'a dit Jean-Jacques, tous les partenaires possibles. Nous, on a la commune, en premier d'ailleurs, l'intercommunalité qui nous a rejoints, l'intercommunalité qui rejoint actuellement, je ne sais plus combien de communes, 60 communes. Et puis des structures syndicales, donc la Confédération paysanne, toutes les structures, d'ailleurs tous les syndicats ont été invités à participer puisque finalement c'était du domaine du possible. Donc tous ces gens-là, on a créé cette société coopérative d'intérêt collectif qui est née il y a 1 an, et les terres sur lesquelles vous êtes aujourd'hui sont dans cette société coopérative d'intérêt collectif. Alors l'intérêt, c'est que ces terres sont gelées. C'est-à-dire que sur ces terres ne se fera pas de projet tant qu'on n'aura pas établi un projet. Elles nous servent de support de communication aussi par rapport à la problématique de l'installation. Elles nous servent de support à pouvoir installer, de pouvoir éventuellement accueillir des tests de jeunes. Sur la commune, cette SIC qui commence actuellement sur 40 hectares peut s'agrandir puisqu'on a, nous, un petit peu visualisé un certain nombre d'hectares qui sont soit des exploitations de terrains qui ont été plus ou moins abandonnés par des gens qui ont acheté les maisons et les terrains avec et qui ne les ont jamais cultivés et qui progressivement peuvent prendre le terrain de la friche. Et d'autres terrains, d'autres agriculteurs, surtout des gens qui passent à la retraite et qui se posent la question, qui ont envie d'installer quelqu'un, qui n'ont pas particulièrement envie que cette terre aille à l'agrandissement, mais qui, contraints par les dates limites, par l'organisation du départ à la retraite, à un moment donné, se trouvent un peu contraints de laisser leur terre à celui d'à côté qui s'agrandit parce qu'on sait qu'il va être d'accord, et puis ça va être vite fait, réglé. Donc nous permettons à ces gens, éventuellement, s'ils ont envie, puisque c'est une démarche personnelle et volontaire, de mettre ces terres dans la SIC. Ils la louent comme on peut la louer à une exploitation agricole, puisque ces terres gardent leur qualité. La SIC, c'est une exploitation agricole, en définitive, hein, qui a la possibilité d'exploiter. Donc, elle garde aux terres leur droit à produire, les primes, en attendant de les réaffecter après, et elle garde en place le terrain pour accueillir.
Voilà, donc nous, sur ces terres, aujourd'hui, le choix qu'on a fait, dans le sens où je disais tout à l'heure que c'était d'abord pour nous un outil de communication, un outil de développement, un support important pour le travail qui nous reste à faire sur la commune, mais aussi sur les communes avoisinantes, puisque on n'a pas le souhait de se restreindre à travailler sur la commune, mais travailler sur notre pays, enfin le pays de Charente-Limousine. C'est pour ça qu'on a dans notre structure des partenaires, mais on sert un peu de laboratoire, puisque tout le monde nous regarde actuellement en disant voilà, on verra jusqu'où ils vont, parce que rien n'est gagné, rien n'est joué, il faut travailler et se battre tous les jours. Donc on a choisi de travailler globalement et de faire des espaces tests en priorité, qui correspond à l'aspect d'aller chercher des jeunes, puisque notre région est une terre d'émigration, elle a connu des retours à la terre, enfin des exodes successifs ici et des retours successifs, puisqu'on a dès l'après-guerre 45, on a eu un exode phénoménal, même avant, je crois, que même dans la première, et qui ont été compensés par des immigrations internes à France, avec beaucoup de Bretons, de Normands, de Vendéens qui sont venus ici, puisqu'ici, dans la commune, on a assez de mal à trouver, beaucoup, à part Charlie que j'ai vu tout à l'heure, de vraiment paysans du coin. Donc, on veut maintenant essayer de développer ces espaces tests. On a choisi des tests qui ont un lien avec une problématique économique, notamment chez nous, puisqu'on est une zone historiquement d'élevage ovin, qui a connu de grosses difficultés dans les périodes de crise qu'on a connues, avec une dissémination assez importante. Et aujourd'hui, un deuxième phénomène, puisque la profession ovine n'est pas dans une phase économique la plus difficile qu'elle ait connue, ça serait plutôt pas mal. Mais par contre, on a le reste des paysans qui n'ont pas chuté dans la crise, qui partent progressivement à la retraite, et derrière, il n'y a personne. Donc on a pris en ligne de mire cette problématique ovine, et on va lancer une dynamique sur le pays pour la relance de la production ovine. Et on va accueillir ici sur ce site un test ovin, sur la base au départ d'une centaine de moutons. On va faire des appels à projets pour des jeunes et pour mettre en place cet espace test, et on le lance sur un projet d'espace test en production ovine en bio. Après, on a identifié d'autres problématiques. Localement, il y a un défaut de volailles fermières bio. Donc on a dans nos projets de faire un appel à projet pour des jeunes aussi en élevage volaillère, sur le site encore. Plus on a un site parallèle qui n'est pas ici, mais on a, c'est chez Catherine Chavana qui est responsable de cet événement, un site qui n'attend plus que de recevoir des chèvres pour produire du lait. Donc pour qu'à côté quelqu'un transforme ce lait en fromage, puisque c'est le cas aujourd'hui. Donc là, on va essayer de faire un appel à projet pour un espace test caprin. Ensuite, on a une structure avec laquelle on est partenaire qui appartient à la commune, qui est un espace de résidence de théâtre qui accueille des jeunes pour qu'ils viennent créer, préparer des spectacles. Et la commune possède là-bas une surface sur laquelle on souhaite mettre en place, en partenariat avec l'espace Maria Casares, un espace test en production de légumes, qui dans un premier temps alimentera la structure pour ses besoins, et plus largement sur d'autres formes de commercialisation. Plus on ouvre un autre appel à projet sur un thème qu'on n'a pas nous déterminé, sur un appel à projet libre pour les jeunes qui auraient un projet qui correspondrait à l'idée qu'on se fait, nous, d'installation. C'est-à-dire pas un céréalier. Voilà. Donc on va... donc au stade où on en est aujourd'hui, la structure juridique SIC est faite depuis 1 an. On fonctionne depuis 1 an. Ces terres ont été exploitées depuis 1 an dans le cadre de la SIC. On est 2 co-gérants. Donc il y a Alexandre qui est là, qui est co-gérant avec moi. C'est-à-dire qu'un attelage avec un ancien puis un jeune, qui est lui moutonnier. Donc vous voyez le lien avec la problématique du mouton. Et puis une équipe locale qui sont des agriculteurs de la commune,
des membres du conseil municipal qui travaillent pour faire évoluer ce projet-là localement et qui travaillent aussi sur la région pour mettre en place une couveuse qui pourra héberger les jeunes qui viendront ici faire leurs tests. Voilà, globalement, j'ai situé un peu le cadre. Je pense que le mieux, c'est de voir s'il y a des questions et on expliquera plus avant ce qu'il en retourne. Juste pour compléter, depuis assez longtemps, les collectivités, alors les communes et puis les communautés de communes maintenant, se sont occupées de l'économie et de l'activité économique. Les communautés de communes ont comme première compétence la compétence économique. Et donc, pour favoriser la création et le maintien d'emplois, il est courant de faire des zones artisanales, de favoriser la participation d'une entreprise et tout ça. Sauf que l'agriculture a été laissée un peu de côté, alors qu'on est en plein dans de l'économique, on est vraiment dans des emplois qui sont non délocalisables. Et donc, pour nous, c'est important que les communes et les communautés de communes prennent en compte, dans nos territoires ruraux, ce volet très important de l'économie. L'avantage de la SIC, c'est qu'on a une entrée coopérative et participative. Donc, ce n'est pas seulement une collectivité qui dit « nous, on met les moyens, on va chercher des subventions et on crée un espace pour implanter une activité économique ». C'est bien de dire on met autour de la table, en coopérateur, donc nous ici, la commune d'Alou, une douzaine d'habitants qui ont donc chacun acheté une ou plusieurs parts sociales à 20 €, une douzaine d'agriculteurs, pareil, fondateurs, qui ont aussi acheté des parts sociales, donc la collectivité, des propriétaires de terrain et des organismes agricoles. Depuis que la SIC a été créée le 1er octobre, d'autres coopérateurs sont venus se rajouter et donc ont acheté des parts sociales. Si vous voulez, vous nous contactez et vous pouvez rentrer dans cette coopérative, devenir coopérateur. Ça veut dire aussi que la gouvernance, elle est collégiale. Donc, elle n'est pas seulement les collectivités, elle concerne tout le monde. Et ça veut dire que l'agriculture qui fournit une activité économique, qui modèle les territoires, qui nourrit l'ensemble des personnes, eh bien, c'est aussi l'affaire de tout le monde. Après, bien sûr, l'activité de production, elle regarde l'agriculteur qui doit pouvoir produire, vendre et vivre dignement de son travail. Mais ce n'est pas une affaire qu'on abandonne simplement à des milieux financiers. Ce n'est pas une affaire qu'on abandonne entièrement aux collectivités. C'est vraiment le fait que tout le monde prend part à la défense d'un modèle d'agriculture que l'on veut, respectueux de l'environnement et adapté à chacun des terrains. Après, nous, pour revenir au niveau de la commune, j'ai envie de dire, on est moteur dans cette action, mais on essaie aussi d'être accueillant. Dans le projet, il y a 3 ans, il n'y avait absolument pas l'idée d'accueillir les 30 ans de la Confédération paysanne. C'était évident. Sauf que quand la question s'est posée, nous, on s'est dit, oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas, on peut être accueillant de ce projet, puis maintenant, on en est content, on sait que ça va bien se passer. On n'avait absolument aucune idée, il y a 6 mois, de ce que ça représentait. Hein. Mais ce n'est pas tellement le problème. Donc, la commune, elle doit être accueillante. La collectivité doit être aussi moteur. Et puis, peut-être que demain, on va voir arriver quelqu'un avec un projet génial de production, de culture ou d'élevage, de choses dont on n'a jamais entendu parler. Et on va dire, pourquoi pas, s'il vous faut un hectare pour cultiver des choses bizarres, légales quand même, si possible, eh bien, pourquoi pas. Si la personne peut vivre de son travail, on y va. Je voulais rajouter deux petites choses qui sont très importantes quand même. C'est d'abord ce qu'ils font ici, c'est pas que ici que ça se passe, c'est au niveau national que cette question se pose. Comment reprendre le terrain? Alors peut-être certains ont entendu parler de terre de liens. L'idée de terre de liens, c'est de l'argent collectif qui va servir à acheter du terrain et mettre des paysans locataires. Parce qu'on a 2 moyens d'accéder au terrain quand on est paysan, soit on l'achète, soit on le loue. L'acheter, si on a 1 hectare ou 2 à acheter pour faire du maraîchage, c'est jouable. S'il faut 80 ou 100 hectares pour faire de l'élevage bovin, c'est plus compliqué. Donc, toutes les solutions intermédiaires financières sont les bienvenues. Il existait il y a longtemps de ça, et ça n'a jamais marché, ce qui s'appelle les GFA, Groupement de foncier agricole. L'idée, c'était de se réunir, de mettre de l'argent en commun et d'acheter du terrain. À 3%, il vaut mieux acheter du terrain que d'avoir un livret A. Et s'il y avait un message à faire passer à ce niveau-là, c'est que si le consommateur souhaite se réinvestir et souhaite investir tout simplement dans ce qu'il mange,
Eh ben, un des moyens, c'est d'investir sur le terrain, sur l'agricole, et il y a des possibilités qui s'ouvrent maintenant. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le point de la régulation. La conf se bat pour que la régulation agricole continue à exister. La régulation, c'est les autorisations d'exploiter, et c'est la SAFER qui répartit le terrain. Ce n'est pas le cas de tous les autres syndicats. Certaines disent allons-y, laissons la liberté. Je suis désolé, mais on n'installera plus de jeunes si c'est toujours le plus fort et le plus riche qui peut l'emporter à chaque fois. Donc, s'il y a un combat sur le foncier à mener, c'est celui de la régulation. Voilà. Et donc, on va répondre à toutes vos questions si vous êtes nombreux, et c'est très agréable d'avoir tout ce monde-là sur la question du foncier. Et voilà, on est ouvert à toutes les questions. Il y a un micro. Deux questions très courtes. Attends, juste un micro parce que c'est enregistré. Alors, je redis ce qui pour tout le monde, parce que c'est vrai pour les intervenants, de coller le micro. Je ne vais peut-être pas le mettre avant. De coller le micro pour que ça s'enregistre. Deux questions très courtes. La première, ça a peut-être été dit, mais je n'ai pas capté. C'est sur quelle surface porte la SIC aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est quel type de baux avez-vous conclu avec les propriétaires? Alors la question est simple. Actuellement, on a identifié sur la commune à peu près 80 hectares qui seraient susceptibles de rentrer dans la SIC. Actuellement, on en a 40 qui sont rentrés. Après, l'autre question, c'est sur un bail comme on ferait avec n'importe quel agriculteur qui a les mêmes droits, les mêmes devoirs, dans le même cadre. Oui, je voulais savoir le prix approximatif de la terre. Et est-ce que vous avez la problématique comme nous? Moi, je suis du Nord-Pas-de-Calais. On est confronté, puisqu'on n'est pas, pour la plupart des paysans chez nous, on n'est pas propriétaire de nos terres. C'est de la location avec des fermages. Et nous, le sport dans notre région, c'est la reprise des terres. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, autour de Lille, Douai, enfin les grandes villes, c'est 10 000, 15 000, 20 000 euros de l'hectare pour avoir le droit de signer un bail. Donc, votre expérimentation est très intéressante, mais chez nous, c'est quasi impossible, hein, sauf quand le politique s'en mêle. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de jeunes qui peuvent s'installer, sauf les fils à papa les gros agriculteurs qui s'accaparent en permanence. Et c'est surtout, moi, ce qui m'inquiète, l'état d'esprit en général. Alors, ce n'est pas sur tous les territoires, mais chez nous, c'est l'agrandissement. Et la place pour les autres, et notamment pour les néo-ruraux, c'est quasiment inexistant dans le discours des majoritaires. Alors, je ferai une réponse de Limousin. En Limousin, on a du terrain qui est à 3 000 euros l'hectare. Et très souvent, on n'a aucun acquéreur. Le problème majeur, c'est de trouver des jeunes. Dans les années 60, c'était des bus entiers qui venaient de Normandie avec le même problème que vous, trop d'agriculteurs pour le terrain disponible. Et ces agriculteurs sont venus dans les années 60 et ils se sont installés, ils sont encore là pour certains. Donc s'il y a des endroits où effectivement c'est compliqué, il y en a d'autres où ça l'est moins. Le Massif central de manière générale, des zones d'élevage. Et donc nous accueillons à bras ouverts tous ceux qui veulent venir chez nous. Alors, pour la réponse, notamment par rapport à chez nous, là encore, c'est très disparate, puisque ici, les terres peuvent se négocier, mais pour diverses utilisations, puisque à côté d'ici, sur les mêmes terres que là, on a eu des terres qui se sont monnayées à 6 000, 7 000 euros l'hectare. Mais vous devinerez bien qu'à ce prix-là, ce n'était pas pour les payer par le travail, mais pour d'autres raisons, quoi. Et justement, le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Et si on n'organise pas quelque chose d'autre que le système qui existe déjà, on n'arrivera pas à concurrencer ce système-là. Donc, comme le disait, il faut absolument qu'il y ait de la maîtrise. Ça n'en prend pas le chemin, c'est évident. La maîtrise ne pourra passer que par une bataille de territoire. Une bataille des habitants d'un territoire qui feront le choix un petit peu de leur environnement. Ils auront un choix entre garder une agriculture de proximité et une consommation de proximité, ou le choix d'avoir une agriculture industrielle, ou même pire que ça, une agriculture financière, ou comme dans certains pays, Espagne, Portugal,
les terres sont accaparées par des structures financières qui gèrent en définitive les aides de la PAC, quoi. C'est un choix, donc c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure qu'il était légitime que nos collectivités, que nos communes se battent pour changer ça, c'est parce que ça sera que par ce moyen-là qu'on arrivera à le faire. On n'arrivera pas à le faire par la réglementation départementale qui est liée à la politique nationale et européenne. On pourra le faire que par un combat syndical d'un côté pour faire évoluer ces règles dans la mesure où on peut, mais on sait pertinemment, nous qui nous battons depuis longtemps, qu'on fait souvent dans ce domaine-là un pas en avant et trois en arrière, selon les pouvoirs qui sont en place, et celui qui est en place aujourd'hui n'ira certainement pas dans notre sens. Donc je crois que c'est un travail de militant, un travail de propriétaire. C'est un choix aussi, c'est un choix entre dire bon, je jette tout, je ramasse l'argent et je le place, ou je dis comment mes terres peuvent être utiles à la société, à ceux qui viennent derrière. Voilà, c'est une réflexion personnelle et c'est un engagement personnel, comme c'est une réflexion personnelle, un engagement personnel de contribuer solidairement à l'achat de terre dans le cadre de Terre de Liens ou d'autres systèmes. Voilà. Je peux vous donner l'exemple justement dans le nord du Limousin où il y avait des lots de 500 hectares disponibles d'anciens moutonniers qui prenaient la retraite et où plus personne ne voulait continuer. Et j'ai rien contre les Belges, mais c'était les seuls candidats à la reprise. Et ils rachetaient ça parce que la bourse était basse. Et leur seul objectif, c'était de mettre des charrues pour tout labourer, pour arracher les haies, bien sûr, et pour au moins tirer l'argent de la PAC et quelques brises de céréales et revendre le jour où ils trouveraient mieux ailleurs pour investir. Voilà. C'est quand même plus compliqué que ça, parce qu'en fait, derrière, il faut imaginer que les 500 hectares, c'est personne derrière, un salarié ou deux. Ça veut dire que le territoire est vide et petit à petit, les villages se meurent. Et plus un village se meurt, plus c'est compliqué de faire revenir des gens, même des agriculteurs, sur un territoire. C'est un peu contradictoire de dire, mais c'est presque plus on est nombreux, plus c'est facile de rester et de se défendre. Et moins on est nombreux, plus ça devient compliqué. Je peux prendre une minute peut-être pour vous expliquer la problématique de l'énergie, parce que l'énergie et le foncier, ça s'imbrique d'une manière maintenant de plus en plus importante. Je vais prendre la ferme des 1000 vaches que tout le monde a entendu parler comme exemple. Quel est le schéma ? Le schéma est très simple, c'est un industriel qui n'a rien à voir avec l'agriculture, qui décide d'acheter du terrain, de mettre sur le terrain du bétail qui lui permettra d'avoir tous les droits agricoles. Droits sur les bêtes, droits sur le terrain par rapport à la PAC. Et sa production sera de la production énergétique, méthanisation et solaire. Et cette production d'énergie lui rapportera plus que le bétail, que le lait dans la ferme des 1000 vaches ou que des taurillons dans la ferme des 1000 veaux en Limousin. Et donc, il y a un moment où l'agriculture devient un sous-produit de l'énergie. Et parce que nous, la Conf a été un des premiers syndicats à demander à ce que l'énergie d'origine agricole, de biomasse agricole, soit valorisée. Si vous mettez des panneaux solaires sur une toiture d'un bâtiment agricole, vous gagnez 2 fois plus que si vous mettez les mêmes panneaux sur la toiture d'une maison individuelle. C'était quelque chose qui, dans notre esprit, était de dire on va aider les paysans à compléter leurs revenus, comme le revenu de leur bétail n'est pas très élevé, c'était un moyen. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que les industriels s'engouffreraient là-dedans et utiliseraient ce prétexte agricole pour produire moins cher. Qu'est-ce qu'on trouve dans la ferme des 1000 vaches? Du lait à 270 € contre 305. Dans les taurillons qui sont vendus 50 centimes moins cher ou 1 € moins cher que ceux des paysans d'à côté. Et en fait, leur plus-value se fait sur l'économie d'échelle et sur l'énergie. Et à l'arrivée, nous, les petits paysans, on est sur un marché commun, c'est-à-dire face à ces gens-là, et on est obligé de s'aligner en prix. Donc en fait, plus ces structures viennent exister, plus elles sont... alors, M. Macron, puisque tu parlais de M. Macron, disait on va essayer de faire coexister les deux modèles, celui de l'agriculture industrielle et celui de la petite agriculture. Sauf qu'il y en a un qui mange l'autre, c'est ça le problème. Et on est sur le même marché. On vend les mêmes morceaux de viande et l'acheteur qui achète un bout de viande ou un litre de lait ne verra pas forcément la différence, sauf à valoriser localement la distance, la qualité, etc. Et donc, cette bataille du foncier qui est accaparée par des non-agriculteurs, c'est une bataille qu'on doit mener, nous, agriculteurs, nous, syndicats, et c'est ce qui va être à faire, et nous, syndicats, et vous, les consommateurs, parce qu'il y a un moment où il faut que vous disiez bien, mais ce que je mange, ça vient d'où ? Et de là où vous achetez, vous influez sur l'avenir du foncier agricole, clairement.
Une question au niveau de l'organisation de la SIC. Est-ce que chaque porteur de part sociale a une voix? Est-ce que les collectivités locales ont aussi une voix ou y a-t-il une différence dans les nombres de voix au moment des décisions? La deuxième question, c'est avez-vous limité le nombre de parts sociales par personne? Donc le nombre de parts sociales n'est pas limité. Par contre, une personne, une collectivité a une voix, qu'elle ait une part sociale ou 100 parts sociales. Elle a une voix chacun. Voilà. Pour compléter un petit peu ce qui a été dit par rapport à la présence d'agriculteurs sur nos communes, moi j'ai envie de dire, la commune d'Alou, elle a un peu plus de 500 habitants. Les habitants, si on perd des habitants, on perd des services, et après ça risque de s'amplifier. Moins il y a de services, moins il y a de personnes qui veulent habiter nos territoires. Alors nous, on connaît, on s'y sent très bien, même si on sait que les services sont un petit peu éloignés. Mais avoir une école, avoir des commerces de proximité, avoir un hôpital, tout ça, ça ne peut se maintenir que s'il y a de la population. Donc c'est vrai que la perte d'agriculteurs, la perte de population active fait qu'on risque de perdre des services et donc l'attractivité du territoire. On n'a pas envie de devenir des réserves ou des déserts. Alors, oui, ça fonctionne là, oui. Quelles sont les relations avec la SAFER, sachant que dans certaines régions, la SAFER ne joue pas pleinement son rôle, parce qu'en théorie, la SAFER doit redistribuer en fonction des besoins de l'agriculteur. Alors, on a rencontré la SAFER, bien sûr, on est en relation avec eux. Il leur arrive de jouer le rôle de régulation, sachant qu'ils ne jouent le rôle de régulation que dans la vente et absolument pas dans la location. Et qu'on a aussi un autre phénomène qui est les terres qui sont possédées par des sociétés. Dès lors qu'on ne vend pas 100% de la société, la SAFER n'a pas son mot à dire si on vend une partie des parts de la société. Donc c'est une des limites de l'action de la SAFER. Après, on se rend compte que la SAFER régule assez peu quand même le marché des terres en général. Par rapport à la SAFER, il convient de différencier ce qu'est la SAFER et qui est à la SAFER. La SAFER, c'est un organisme dont on ne peut pas tirer dessus parce que c'est un organisme pour nous protéger et qui est censé redistribuer le terrain. Après, il y a ce qu'on en fait. Et il y a l'histoire de la SAFER qui vient juste d'accepter que la conf rentre à son comité d'administration, ce qui a mis un certain temps quand même. Donc, parce que l'Europe a poussé, parce que c'est du financement européen, parce que si, parce que ça, il y a beaucoup de raisons. Et que je rappellerai quand même qu'il y a quelques années de ça, il y a 80 députés qui ont souhaité qu'il n'y ait plus le droit de préemption sur le terrain. Donc c'est pas, on marche sur des œufs quand même. La question du foncier, elle attire beaucoup de convoitises. Et s'il y a bien un organisme à protéger, c'est celui de la SAFER. Mais évidemment, il faut qu'il soit pris par les paysans et pas seulement certains. Voilà. Et cette histoire de voir la SAFER comme la pieuvre qui mange tout, c'est quelque chose qu'il faut changer, clairement. Voilà. Sans changer la SAFER. Oui. Sur la gestion de la SIC, là, vous mettez un agriculteur et sur la gestion, il est payé, quel statut il a, et sur le fonctionnement, parce que les exploitations aujourd'hui, ça ne roule pas toujours sur l'or. Hein, du coup, s'il y a des déficits ou comment ça peut se passer? Et c'est pour un temps limité, sans doute, j'imagine. Alors, pour répondre à cette question, les membres, enfin moi je suis co-gérant avec Alexandre, nous sommes bénévoles. Oui, nous sommes bénévoles, donc les terres sont exploitées actuellement cette année. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu des céréales de fête, il y a eu de la fauche. Ces pièces-là ont été fauchées par des gens qui étaient intéressés par l'alimentation qu'il y a dessus. C'est une année de départ. On n'a pas encore exactement déterminé le fonctionnement à venir, quoi. On fonctionne, comme je disais tout à l'heure, on a une équipe locale, ce qui est le plus important, qui s'occupe de la gestion quotidienne. Après, on a un comité intermédiaire, c'est tous les actionnaires qu'on réunit une fois par an
pour établir des objectifs et pour avancer. Donc là, on a réfléchi à l'objectif second, c'est-à-dire après la création de la SIC, qu'est-ce qu'on fait. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a choisi les orientations de production, le choix pour cette structure-là. Mais après, on va les faire fonctionner, on fait fonctionner l'exploitation sans prendre de risques. On n'a pas cultivé des céréales pour manger de l'argent. On a préféré que ce qui était produit sur l'exploitation soit fauché par des voisins qui avaient besoin de fourrage. Voilà, on exploite la structure tranquillement, en se donnant le temps de réfléchir à ce qu'on va en faire. Alors l'objectif, après, on l'a vu tout à l'heure, c'était de mettre en place des espaces tests. Donc, après, dans un deuxième temps, la mise en place des espaces tests nécessite le besoin de tuteurs, de gens investis localement, paysans, pour accompagner, pour accueillir, et puis aussi de structures locales, c'est-à-dire un fonctionnement d'une CUMA, parce que ça peut être important, c'est un élément important aussi pour l'installation. Plutôt que d'investir dans du matériel à gogo, utiliser du matériel de CUMA, ça coûte moins cher. Donc c'est l'investissement de la totalité des agriculteurs de la commune, enfin pas de la totalité, mais au moins d'un noyau des agriculteurs de la commune qui pensent que c'est un système qu'il faut expérimenter, qu'il faut essayer de mettre en place. Bon, c'est à nous de construire, hein. J'ai rien fait, tout n'est pas facile, mais voilà, on a pris ce parti-là et on va le poursuivre. Je vais compléter un petit peu par rapport au montage du projet. Donc, on vous disait donc, une réflexion depuis 3 ans. C'est compliqué quand on réunit des agents, localement, des personnes, des agriculteurs, des élus, de monter ce projet, d'avoir la structure juridique. Donc, on a été accompagné à la fois par l'ARDEAR, donc, qui est l'organisme d'accompagnement et de formation de la Confédération paysanne, accompagné par l'Union régionale des sociétés coopératives aussi. Ça veut dire que la commune d'Alou a investi un peu plus de 5 000 € dans cet accompagnement. Et on a obtenu une aide de la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un appel à projet Innovation sociale. Donc là, on a obtenu une aide qui, justement, nous permet de financer la poursuite de cet accompagnement. Parce qu'on sait que monter un espace test au vin, monter d'autres projets d'installation, ça va nécessiter des fonds. Ces fonds, il y a des subventions possibles, mais il faut aller les chercher, il faut faire les dossiers. Et là, on a besoin vraiment de techniciens qui peuvent nous aider. Et dans ce cadre-là, cette subvention va nous aider à financer des organismes qui vont nous aider à monter ces dossiers et à poursuivre le travail. Rassurez-vous, question simple. Vous avez parlé des parts sociales, là. Vous avez dit qu'elles n'étaient pas limitées en nombre pour les personnes physiques, si j'ai bien compris. Est-ce que ça ne présente pas un danger? C'est une question. Et la deuxième question, c'est pour revenir, quels sont les arguments ou l'argument principal qui vous a permis de convaincre les propriétaires de louer à la SCIC plutôt que de louer à l'agrandissement? Alors, tout à l'heure, on a parlé du fonds. Oui, deuxième question. Je réponds. On a parlé tout à l'heure du montage et du fonctionnement par rapport aux associés. On a dit que ça fonctionnait une voie pour chaque membre, mais il y a un montage de protection qui est fait, notamment en cas de difficulté. Il faut savoir que dans ce système-là, et là je reviens à ce que vous dites, c'est vrai qu'il est évident que si on avait 150 personnes qui sont extérieures à l'agriculture et qui veulent rentrer dedans, il faut mettre en place un dispositif de collège, un système de collège qui fait qu'il y a une répartition des voix et que les fondateurs soient les maîtres du projet et de l'esprit du projet. Les fondateurs, donc les collectivités, les agriculteurs qui sont investis, et surtout les propriétaires qui placent leur terre dedans. Parce qu'il est évident que qui sont les plus concernés que les propriétaires qui parlent. Donc il y a un collège de propriétaires qui mettent les terres dedans et qui a une quote-part en cas de problème, une quote-part de pouvoir supérieur. Donc les fondateurs, les membres fondateurs et le collège des
des propriétaires qui mettent les terres dedans sont majoritaires d'entrée de jeu en cas de problème. Pour la question, qu'est-ce qui peut encourager un propriétaire à mettre ses terres dans la SIC? Alors effectivement, on est sur le bail rural de 9 ans, ça c'est la loi. Simplement, l'idée, si un jeune veut être en espace test ou si les terres ont vocation à glisser sur l'installation, c'est que ce bail soit rompu d'un commun accord entre la SIC et le propriétaire pour après glisser vers un bail entre le propriétaire et la personne qui s'installerait, par exemple. Donc, on est sur un bail de 9 ans, mais on sait que ça n'a pas vocation à être exploité 9 ans de façon linéaire, mais ça a bien vocation à de l'installation, soit en espace test, soit après en installation par glissement de bail. C'est aussi une question de confiance, sachant que le propriétaire, lui, il est aussi membre de la SIC. Oui, alors moi, ça n'a rien à voir avec la SIC et compagnie. Moi, je ne fais pas du tout partie du monde paysan, mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelle est la part de paysans, de petits paysans, de la Conf et compagnie par rapport à la FNSEA ou les gros agriculteurs. J'aimerais savoir quel est le pourcentage à peu près. Eh ben, il y a un indicateur qui est facile, c'est les élections de chambre et c'est 20 et quelques pourcents, voilà, un peu plus de 20%, 1 sur 5. Voilà. Mais en Haute-Vienne, aux dernières élections, les retraités ont fait 49%. Donc je me dis que peut-être qu'en vieillissant, la raison finit par arriver. Oui, encore une question. En aucun cas, vous n'achetez des terres. La SCI. Alors, on a dit que nous, on avait attaqué le problème d'une certaine manière. Donc, notre structure fonctionne sur des terres en location mises à disposition par du volontariat. L'autre aspect, on l'a étudié, puisqu'on a étudié toutes les possibilités qu'on pouvait avoir. Alors, Fred a parlé tout à l'heure des possibilités de GFA, les possibilités de terre de lien. Tout ça, pour l'instant, on n'y travaille pas. On a assez de cette structure-là, mais après, dans la deuxième phase, puisqu'on a dit que nous, on s'attaquait avec cette structure-là en priorité sur l'appel à jeunes, quoi. Parce que bon, pour installer les jeunes, il faut arriver à les connecter, il faut arriver à les accompagner. Donc cette structure-là a ce but-là. Donc après, on se posera la question, et on se pose déjà la question, c'est dire ces jeunes viennent faire un espace test sur la structure, c'est bien dans l'intention de les installer, pas forcément ici, ça peut être ici, mais ça peut être ailleurs. Donc notre travail à nous va être de connecter d'autres terres, accroître le volume de terre, et sur des terres où les gens partent d'entrée de jeu sur une installation, quoi. C'est-à-dire qu'on prépare un jeune, et il fait une partie de son test ici, et ensuite il poursuit sur la terre où il va s'installer. Pour compléter, c'est vrai que si demain on a la question d'une personne qui part à la retraite et qui nous dit « je veux vendre ses terres », on a deux autres outils disponibles pour que la SIC soit exploitante de ses terres. C'est soit le bail SAFER, donc là c'est un bail d'1 an renouvelable un certain nombre d'années, et où le propriétaire s'engage sur 1 an, soit sur la convention de mise à disposition à titre gratuit, donc qui paraît une convention d'1 an. Ça peut permettre quelquefois que la SIC exploite ses terres pendant 1 an ou 2, le temps qu'un jeune monte son projet, peut-être le temps aussi que Terre de Liens puisse acheter ses terres, et que ces terres soient exploitées, que les droits PAC ne soient pas perdus, sans que la personne qui part à la retraite, qui a envie de vendre, ne se sente pas liée par un bail de 9 ans. Enfin voilà, on a ces deux autres outils, en plus du bail du fermage classique de 9 ans, pour que la SIC exploite ses terres, qui peuvent permettre de faire le lien avec une installation. Alors après, on a aussi réfléchi à créer pourquoi pas un GFA. On pense qu'il y a peut-être une partie de la population qui voudrait bien investir dans de la terre à 3 000 € qui est louée à 100 €, ben ça fait un petit 3%. C'est des choses qu'on n'a pas encore construites, mais pourquoi pas. Je rajouterai qu'il existe une convention de stockage du foncier en Limousin qui va, on l'espère, se développer dans toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire que pour des fermes qui n'ont pas de repreneur, une convention entre la SAFER et la région permet de stocker, de figer le terrain, que personne ne l'achète, pendant 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Et le
le financement, c'est la région qui l'apporte, les frais bancaires d'achat voilà. Donc c'est une autre possibilité qui est testée en Limousin et qui commence à marcher sur quelques fermes. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que la SAFER a aussi une possibilité, c'est la possibilité de révision de prix. Et cette possibilité, elle est très peu utilisée parce qu'il faut la volonté politique de le faire, mais c'est dans la loi. Et quand il estimait qu'un prix est trop élevé, pour de la spéculation, la SAFER a le pouvoir de le réviser. Voilà. Pour apporter une précision par rapport à Terre de Liens, c'est moi qui ai la parole, pardon. C'était pour revenir à ce que vous disiez, Monsieur Lascaux, tout à l'heure, il y a déjà un petit moment, sur la part du citoyen de choisir le type d'agriculture, le type de produit qu'il souhaite acheter. Il me semble que Terre de Liens, justement, permet cette implication. Sinon, les citoyens ordinaires, comme je suis par exemple, je ne suis pas du tout du monde agricole non plus, on a peu de place, hormis en tant que consommateur, mais de place vraiment active en association. Et je trouve que l'intérêt de Terre de Liens est aussi par rapport à cette possibilité-là. C'est une part aussi active de l'engagement citoyen qui se retrouve à cet endroit-là. Et autre précision, vous pouvez trouver un stand Terre de Liens sur le terrain un petit peu par là-bas. Donc toutes les informations que vous souhaitez avoir, vous pourrez les avoir au stand. C'est très bien. Mais Terre de Liens n'est pas le seul. Les GFA, c'est aussi une possibilité. Et surtout, si les gens achètent des produits dont ils connaissent l'origine, c'est encore le meilleur moyen de soutenir l'agriculture. Oui, moi c'est plutôt des interrogations. Je suis dans le Gard, à côté d'Uzès, une région touristique. Donc, et paradoxalement, il y a des petits villages où les maires, qui sont souvent plus agriculteurs, mais qui sont quand même proches du milieu agricole, mettent des bâtons dans les roues aux gens qui veulent s'installer différemment. C'est-à-dire qu'ils protègent ceux qui veulent s'agrandir et sous prétexte que ce ne sera pas une agriculture, c'est une agriculture qui ne sera pas viable, que les gens ne se sortiront pas, etc. Et le deuxième point, c'est on est une région très touristique, alors foncier et tourisme, ça ne va pas très bien ensemble, puisque les agriculteurs qui veulent s'installer ont beaucoup de mal parce que le prix des terres est en constante évolution, et puis les agriculteurs qui pourraient vendre éventuellement attendent parce que ça va être un jour terrain à construire, etc. Donc je ne sais pas quelles sont les solutions, mais chez nous, on masque le problème en disant on fait des marchés, on fait des comités de promotion. Il y a quelques agriculteurs qui en profitent, mais la majorité des agriculteurs n'en profitent pas, et surtout on ne peut plus installer des jeunes puisqu'il n'y a pas de projet collectif. Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir un projet collectif comme vous pour les SIC. Ce que vous dites, c'est essentiel. C'est le problème qu'on a, peut-être un peu moins par ici, de convaincre des maires sur l'intérêt d'avoir des agriculteurs. Vous parliez de tourisme, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour attirer les touristes que des productions locales et un territoire rempli de producteurs? Parce que c'est aussi le paysan qui forge le territoire. Et puis, j'ai vu que c'était 5 minutes et ça m'a coupé l'idée. Non, mais il faut bien penser que quand il y a un paysan, c'est en général 7 emplois induits derrière. Donc, sauver un paysan, c'est aussi, ça peut être sauver des maquignons, ça peut être aussi sauver des intermédiaires, dans des magasins, etc. Donc, c'est pas seulement le combat des paysans, c'est le combat d'une ruralité qu'on veut vivante ou pas. Voilà, ou pas. Et donc, les maires, c'est aussi à nous de savoir les convaincre, syndicats, et aussi les consommateurs de dire, ben oui, mais nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Où va-t-on acheter ce que l'on mange? Et ça fait partie de l'argumentaire. Et pour terminer, on n'est pas limité. Hein. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on pouvait accueillir autant d'actionnaires qu'on veut. Donc, il y aura quelque part sur le terrain un stand de la SIC qui n'est pas mis en place encore, et qui pourra éventuellement répondre à votre enregistrement en tant que membre de cette SIC pour la soutenir. Bon, attends, alors, il y a une info là, et pour poursuivre le débat, pour ceux qui sont frustrés, il y a un espace là où vous voyez les tables, où vous pouvez continuer à poser vos questions si vous voulez bien aller là-bas.
Oui, juste une info sur les GFA. Nous avons monté un GFAM dans le Béarn. Et donc, nous avons une expérience depuis de nombreuses années sur les achats collectifs de terres. Si vous voulez, je pourrais vous apporter aussi des éléments d'information. Je suis dans un stand sur la vie associative là-bas au nom de la Palestine. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.